Bousculade à la pompe villageoise de l'Or, à 30 km de Niakaramadougou. Pour ce village d'environ 2000 âmes, un seul point d'eau, donc ces épreuves, le quotidien des femmes pour apporter la goutte d'eau potable dans leur ménage. Pas d'eau. La grande cuvette que vous voyez là, on peut avoir 2 cuvettes dans une famille. Nous sommes obligés de partager ce village en 4 quartiers. 2 cuvettes d'eau potable par ménage et pour 3 jours, en attendant le prochain tour de passage de son quartier à la pompe. Impossible de tenir le coup, raison de la ruée vers les marigots. Il a plu, donc il y a un peu d'eau. Mais quand il ne pleut pas, il n'y a rien. On a obligé de creuser des petits trous pour que l'eau file dedans. Et puis on puisse aller travailler ça. On se lave ça, on lave les amis, on prépare ça. Il y a une pierre là, on met dedans. La boue reste en bas. Le vrai là, même ça sort en haut. Là, on quitte ça et puis on va préparer ça, on mange. Alors, une seule explication au problème d'eau, la population a quadruplé en moins de 3 ans. Le village ayant accueilli les clandestins expulsés des forêts classées de l'Or et de la Pirée. Une seule pompe, vraiment c'est très difficile. Même l'eau que vous voyez là, que des gens consomment avec un produit, on ne sait même pas d'où ça vient. On est obligé de mettre ce produit dans l'eau, avoir peut-être une eau potable pour boire. Mais ce n'est pas de l'eau vraiment potable. L'Or, un village hanté par les maladies de l'insalubrité du fait du manque d'eau, est la prière des villageois ne jamais tomber malade. Car se déplacer de l'Or relève du parcours du combattant. En cas de maladie grave, il n'y a pas de véhicule d'évacuation ici. Donc on est obligé d'utiliser nos maigres moyens, les motos bien à vélo, pour aller à Niakara. À la faveur du PPU, on a investi des millions pour relier le chef de sous-préfecture à ce village sans qu'on ait fait le pont, pour permettre l'évacuation des produits, la circulation de la population. À l'origine campement d'autochtones Tagbanan et d'allogènes, l'Or a été érigé en village en 2010. À ce jour, c'est le plus gros et le plus peuplé des villages de la sous-préfecture d'Arikoka, distante de 15 km. Un réseau de fabricants d'eau en sachet, de lait caillé et de jus démantelé par la brigade de salubrité dans la commune d'Agamé. Dans ce lieu mal entretenu du marché Gouro, une trentaine d'entrepôts et 140 réfrigérateurs ont été découverts. L'eau recueillie du robinet ou dans de grands fûts de 1000 litres à l'aide de machines artisanales n'est soumise à aucun traitement préalable. On a eu des informations qui nous ont envoyées à cet endroit-là. On a constaté la présence d'une fabrique artisanale et d'eau en sachet plastique. L'immensité de cette fabrique-là fait qu'il fallait qu'on intervienne. Avec les secours du district de police d'Agamé. 40 personnes ont été mises à la disposition du parquet d'Abidjan. La loi interdit la commercialisation, la détention et la production de sachets plastiques. Si vous ne respectez pas ces prescriptions-là, vous risquez des amendes qui vont partir de 1 million jusqu'à 100 millions, 500 millions. Ça va toucher les individuels. Maintenant, pour les particuliers, ça peut partir des peines de prison allant de 2 mois jusqu'à 5 ans de prison. La phase de répression de l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation des sachets plastiques a commencé. Des numéros verts sont mis à la disposition des populations pour dénoncer les réfractaires. Il s'agit du 56 50 00 00 ou 47 14 00 00. Le cancer du col de l'utérus est dû à une infection sexuellement transmissible qui est causée par le virus du papillome humain ou HPV. Ce cancer se manifeste le plus souvent par des pertes de sang survenant en dehors des règles menstruelles. Cette maladie se transmet entre autres par la précocité des rapports sexuels chez les jeunes filles et la multiplicité des partenaires. L'ONG Willik International a fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus son cheval de bataille. Chaque année, elle organise des campagnes de sensibilisation en vue de dépister et de traiter d'éventuels malades. Cette année, ce sont 427 femmes de la sous-préfecture d'Awanou dans le département de Grand Laou qui ont été dépistées. C'est notre objectif de faire cette éducation à l'autopalpation du sein et le dépistage
Mais nous allons profiter aussi pour essayer d'éduquer les femmes à la salubrité. Les toutes premières lésions ne sont pas perceptibles, on ne sent absolument rien. Donc dépister, c'est le seul moyen de le rencontrer et ensuite de le traiter immédiatement pour éviter l'évolution dans 15 ans, 20 ans. La particularité de la campagne de cette année est l'utilisation, pour la première fois, d'une technologie de dépistage visuel par photo cellulaire. Cette technologie a permis à l'ONG une meilleure supervision du personnel de santé à distance. Et c'est la sous-préfecture d'Aouanou qui a été choisie comme site pilote pour l'expérimentation. Cela a permis d'étudier le comportement de propreté de la population et également de les éduquer pour le bien-être de leur environnement. C'est ici, à Montepuez, dans le nord du Mozambique, qu'un paysan a découvert le premier rubis sans savoir ce que c'était. Désormais, 40% des rubis vendus dans le monde proviennent de cette région d'Afrique qui pourrait renfermer les plus grandes réserves jamais découvertes. La compagnie mozambicaine qui possédait la concession s'est associée au groupe britannique Gemfields qui exploite la mine. Notre but, c'est de retrouver le lit de la rivière dans lequel le rubis s'est déplacé il y a 500 millions d'années, transporté par la pluie et disséminé dans la roche. Ensuite, il ne reste plus qu'à envoyer cette roche dans l'usine de traitement, la laver et voir s'il y a des rubis. Les pierres sont ensuite triées à la main. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Chaque employé est fouillé plusieurs fois par jour. Depuis 2012, l'affaire est très rentable. L'entreprise a engrangé 225 millions de dollars de recettes au total lors de ventes aux enchères à Singapour. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Ce que nous avons permis, et ce en quoi nous aidons le Mozambique, c'est de faire entrer ces rubis sur le marché international, en leur apportant leur vraie valeur, ce qui à terme permet d'aider le pays et d'aider la population. Mais pour la région de Montepuez, la découverte est loin d'être une bénédiction. La ruée vers le rubis a attiré des milliers de mineurs artisanaux et des négociants venus des pays voisins et de Thaïlande. Les tensions entre illégaux et forces de sécurité ont déjà fait plusieurs morts. Le mois dernier, la police a lancé une grande opération. 3700 personnes ont été arrêtées. Les 2/3, des étrangers, ont été expulsés. Ils dénoncent la brutalité des forces de police et des humiliations. Cette fois, ils sont revenus et ils ont commencé à tirer. 2 personnes ont été touchées là-bas dans la forêt. L'une est morte, l'autre est à l'hôpital. Ces hommes affirment n'avoir pas d'alternative pour nourrir leur famille. Le gouvernement encourage les mineurs mozambicains à se regrouper en association pour revenir dans la légalité. Mais pour les étrangers, il a clairement fait le choix de la répression. 5 avril 1722, découverte de l'île de Pâques. Le 5 avril, l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen aborde une île isolée en plein Pacifique. Comme c'est le jour du Pâques, il la baptise tout simplement île de Pâques. L'île est le sommet émergé d'un massif volcanique sous-marin. À la différence de la plupart des autres îles du Pacifique, elle n'est pas protégée des vagues par une barrière de corail et un lagon, ce qui rend son approche en bateau difficile. Sur son sol aride de 171 km² survivent quelques centaines de misérables polynésiens. Les ancêtres de ces malheureux, arrivés en pirogue entre 900 et 1200 de notre ère, avaient découvert un paradis doté d'une faune et d'une flore exubérantes qu'ils avaient appelé dans leur langue Rapa Nui. Ils avaient bâti une société prospère et même inventé une écriture idéographique, le Rondorongo. Ils s'étaient multipliés jusqu'à être 10 000 ou 15 000. La population était divisée en clans familiaux dont chacun était établi dans l'une des vallées sèches qui descendaient vers l'océan, cultivant ses jardins et honorant ses morts. Les dépouilles de ces derniers étaient déposées sur la grève. Pour se protéger de l'océan hostile, chaque clan avait aménagé près du rivage une plateforme en pierre surmontée de statues géantes, alignées comme à la parade, au regard impressionnant de vie tourné vers les jardins et les habitants. On a dénombré au total 800 statues représentant des hommes et des femmes d'une taille de 1 mètre à 22 mètres. La majorité sont restées sur les lieux d'extraction en position couchée. 256 ont été déplacées et 167 ont été érigées sur des plateformes. En 1888, l'île passe sous la souveraineté du Chili. Un entrepreneur livre le sol à des milliers de moutons. Le surpâturage dévaste ce qui reste de ressources agricoles et relègue les derniers habitants dans un recoin de l'île.